Bonsoir et bienvenue au grand rendez-vous. Nous sommes le 12 septembre, le 255e de l'année. Il nous reste encore plus de 100 jours. Les projets prévus pour 2018 ont encore une chance de se réaliser. Il ne reste qu'à vous d'appuyer sur l'accélérateur. Notre grand plateau du soir prend place. Merci de nous accorder votre confiance et votre fidélité. Tout de suite, la météo. Nos collègues de la division montage font un clin d'œil à la population de Alada. Nous, pareil, bonsoir à toute la population de Alada et on pense à ceux-là qui sont du côté de la mairie. Il est prévu durant cette émission 4 entretiens avec des experts sur différents sujets. Le premier nous emmène dans l'univers des produits du terroir, le Made in Bénin. On en parle encore. Les experts nous diront qu'il faut produire en tenant compte de la demande et justement quelles sont ces exigences. On en parle avec Estelle Pazou et Georgina Adjanou. Les énergies, c'est bon, mais savoir les canaliser, c'est encore mieux. C'est ce que nous dira Marcel Effon dans la rubrique Espère. L'homme a choisi de poursuivre les échanges avec nous sur les secrets d'une vie socio-professionnelle réussie. En page santé ce soir, ce sera la suite des entretiens entamés hier avec notre invité sur les contraceptifs. On aura aujourd'hui l'avis d'un membre de la société civile. Et puis, un autre panel toujours en prolongement, c'est bien sûr sur Autant Savoir. Le marketing de réseau, sans doute, est une opportunité à saisir. Raniat Bello avec son invité Caleb Koviesi vont me rejoindre d'un moment à l'autre. Alors, un grain de sel sur la toile, vous le savez, ActuWeb ne manquera pas dans cette émission. Et puis, tout naturellement, la grande édition du soir de l'actualité, le 1945 qui portera ce soir la griffe de Estelle Pazou. À la présentation, Estelle, bonsoir. Bonsoir à vous, Karamat Agbataou. Alors, en entendant le développement à 19h45, est-ce qu'on peut avoir les grandes articulations de votre journal? Alors, dans le journal ce soir, on revient sur cette décision du gouvernement qui veut désormais augmenter les prix d'accès à l'Internet. La décision n'est pas du tout du goût des consommateurs. Les communautés Setor et Khoula de Cotonou ont célébré la 18e édition de leur retrouvaille. Ils se sont réunis à Yenawa pour des liesses que Marcel Arossi nous fera vivre. Et puis, le secteur culturel au Bénin connaît encore beaucoup de difficultés. Au fait des réalités, les acteurs du domaine ont proposé des pistes de solutions pour inverser la tendance. Et bien évidemment, tous les détails sont à suivre à 19h45.
Merci beaucoup Estelle, on se retrouve donc à tout à l'heure. Quant à nous, on ouvre déjà les plateaux autour de cette table et c'est tout naturellement le monde agricole qui va accueillir Estelle Pazou puisque c'est elle qui a la charge donc de cette rubrique Monde agricole. Que faut-il produire en fonction de la demande? C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure dans les 15 minutes qui vont suivre. Le temps pour nous de découvrir cet élément de Yasmine sur le sujet et on revient ici en débattre. Si on regarde le marché béninois, il y a un certain nombre de produits qui se dégagent en fait, de grands nombres de produits qu'on trouve sur le marché. Je prends le cas par exemple du riz, le niébé, le gari par exemple, donc le manioc. Si on prend au niveau de la production, beaucoup de producteurs aujourd'hui produisent pour la consommation. Donc l'agriculture à ce niveau est encore familiale pour beaucoup encore de sites d'exploitation agricole. Donc si on veut nourrir une grande masse, il faut produire beaucoup. Parce que vous n'êtes sans savoir qu'aujourd'hui, la plupart des produits qui sont faits au Bénin ici sont exportés. Voilà, donc la grande partie est envoyée à l'étranger. Donc ça ne permet pas également au marché de pouvoir en bénéficier. Donc il faut déjà commencer, même si c'est dans chaque commune, installer la petite industrie. Ça fait déjà un plus à ce que nous allons créer de la valeur. Nous allons encourager les producteurs à travailler sur les grandes surfaces et nous allons également encourager les populations à consommer local. Donc là, ça va créer de l'emploi, ça va créer de la richesse également pour le pays. Si vous prenez le riz qui est produit en Europe, ils ont la technologie, ils ont les calibreuses électroniques qui peuvent faire passer tous les riz qui ont la même couleur, qui ont la même forme, d'un autre côté, seulement avec l'électronique. Et vous allez retrouver maintenant en sachet du riz qui a exactement les mêmes couleurs, la même taille, et c'est joli à voir. Donc on n'a pas encore ces moyens. Donc il faudrait que les jeunes aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont investis également dans les produits locaux, à ce niveau-là, il faut beaucoup travailler sur la qualité. La qualité, c'est l'emballage, le packaging, c'est également les conditions d'hygiène et voilà, les conditions d'hygiène dans lesquelles on produit les produits locaux. En plus de cela, il faut également travailler beaucoup sur la communication. Voilà, beaucoup d'éléments donc qui entrent en ligne de compte des exigences de nos consommateurs. Ils mettent l'accent sur la présentation du produit, sur la qualité du produit naturellement. Et puis aussi, il faut savoir vendre ce produit-là, savoir lui donner toute la valeur qu'il faut. Madame Georgina Dianaou, bonsoir. Bonsoir Madame Karam. Alors vous êtes sur ce plateau encore une fois avec nous pour parler entrepreneuriat agricole et puis avec en face de vous Estelle Pazou. Estelle, bonjour, bonsoir dans votre rouge. Bonsoir Karam, j'étais dans le rouge depuis le décor du journal, vous n'aviez pas remarqué apparemment. Je l'avais bien remarqué mais je voulais en parler autour de cette table. Moi j'adore beaucoup plus cette table. Alors comment vous allez Estelle? Ça va très bien chez vous. La journée elle a été, j'espère. Ah, ça va, puisqu'elle continue, ça va. Elle continue, ça va, voilà. Alors aujourd'hui, on va parler donc de quoi produire en fonction du marché. Vous en avez certainement une petite idée, hein? Non, je n'en ai aucune idée. C'est justement pour ça que j'ai invité Madame Georgina Dianaou. En fait, on dit souvent que les Béninois ne consomment pas local. Mais où est le problème? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les Béninois n'arrivent pas à consommer ce que les Béninois produisent? Et donc c'est à ces questions-là qu'on va essayer de répondre avec Madame Georgina Dianaou. Mais à votre avis, pourquoi est-ce que, à votre avis, qu'est-ce que les Béninois consomment le plus? Pour répondre à cette question, ce serait un peu difficile. Il faut savoir que les Béninois ont des besoins alimentaires comme tout autre être humain qui sont très diversifiés dans le groupe d'aliments dont on dispose sur les marchés, sur diverses places de vente. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un être humain, d'abord, il faut avoir de l'eau de très bonne qualité et il faut avoir tout ce qu'on a comme glucides, source de glucides, c'est-à-dire le sucre. Pour avoir le sucre, et il y a diverses sources de sucre dans les aliments. Il y a des produits agricoles qui nous permettent d'avoir du sucre.
À part le sucre, il faut les produits céréaliers aussi qui sont une source de sucre. Donc, dans les grands types d'aliments, on distingue les glucides, les protéines, les lipides, les minéraux et oligo-éléments. Donc, quand on prend les sucres, et tout ce qui est céréales, tout ce qui vient des racines et tubercules, l'igname, le manioc, et le maïs, le blé, le sorgho, le sorgho, le fonio et donc tout ça. Les tubercules et les céréales. Exactement, les tubercules, les céréales, même il y a aussi certains tubercules qui produisent aussi du sucre. Donc, en tout cas, les tubercules, les racines, les céréales sont des aliments par excellence qui nous permettent d'avoir les glucides. Donc, on laisse le groupe des glucides, on a le groupe des protéines. C'est ce groupe d'aliments-là, ce groupe de composants nutritifs est fourni par divers types d'aliments. Les aliments comme les légumineuses, c'est-à-dire niébé, tout ce soja, et tout ce qui est arachide aussi, ça rentre aussi dans le groupe des légumineuses, et tout ce qui est vanzoué, ce qu'on consomme, tous ces légumineuses-là nous permettent d'avoir des protéines. C'est ce qu'il faut savoir à la base d'abord. Les œufs nous permettent d'avoir des protéines. Le poisson, la viande, et les champignons, tous ces aliments-là nous permettent d'obtenir ce qu'on appelle comme composés nutritifs les protéines. À part ce groupe d'aliments, nous avons les lipides. Pour les lipides, il y a des plantes qui sont de nature, c'est les oléagineux qu'on appelle, on les appelle les oléagineux. Ils nous permettent d'obtenir de l'huile. C'est le cas du palmier à huile, comme son nom l'indique. C'est le cas de la plante qu'on appelle le coton. Les graines de coton nous permettent d'avoir de l'huile du coton. Il y a aussi le tournesol qu'on commence à produire au Bénin de plus en plus. Il y a encore le coco qui nous permet d'obtenir l'huile de coco. Il y a toutes ces huiles-là qui sont sur le marché. Madame Adolonso, on va citer tout, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir, voilà. Mais il faut qu'on retienne qu'il y a ces trois groupes d'aliments-là dont le Béninois a besoin aujourd'hui pour avoir une alimentation équilibrée. Et est-ce que tous ces aliments-là sont disponibles au Bénin, surtout fabriqués par les Béninois? Aujourd'hui, je peux dire que tous ces aliments-là sont disponibles, sans aucune exception. Et nous avons une variété de produits locaux dans ces trois groupes, disons, avec l'eau aussi. Il y a beaucoup de sociétés, d'entreprises locales qui nous donnent, qui nous fournissent quand même de l'eau de bonne qualité. Je ne saurais citer le nom pour ne pas faire la publicité ici, mais l'eau est disponible en bonne quantité et en qualité. Les produits mais en termes de vivres, je pense c'est beaucoup sur cet aspect-là sur les vivres, sur les produits agricoles. Pour les produits agricoles, quand vous prenez le haclui aujourd'hui, le haclui, on a le haclui à base de maïs, on a le haclui à base de sorgho, on a le haclui blanc, haclui rouge pour faire la bouillie le matin. Aujourd'hui, nous avons la farine de maïs qui est déjà emballée, qui est déjà transformée, prête à l'emploi. Aujourd'hui, nous avons la farine de sorgho pour faire la pâte, nous avons la farine de fonio pour faire la pâte. Aujourd'hui, nous avons des spaghettis qui sont un aliment qui est fabriqué à partir de la pâte de blé. Alors, vous dites que tous ces produits-là sont disponibles au Bénin en qualité et en quantité. Oui. Est-ce que ça suffit à nourrir toute la population béninoise? Là est la question, parce qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises dans l'agroalimentaire produisent en fonction des marges de clientèle, produisent en fonction des commandes qu'elles ont actuellement, parce que produire de manière exponentielle et ne pas vendre, ça crée aussi un souci. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les entreprises répondent à une demande qui est sans cesse en croissance, parce que la preuve, ces entreprises-là ne font pas faillite quand même du jour au lendemain. Elles persévèrent toujours, c'est-à-dire qu'elles vendent. Mais elles travaillent de plus en plus à la communication sur leurs produits, à la connaissance des produits par le consommateur, en termes de qualité et en termes de quantité aussi. Si vous dites que les Béninois arrivent à consommer ce qu'ils produisent, pourquoi est-ce que le problème de la consommation locale se pose toujours? Exactement. Il faut voir le problème de la consommation locale dans un aspect purement culturel. Il faut dire que nos pays, surtout le Bénin, se situent dans l'Afrique francophone, même dans toute l'Afrique bien sûr. Nos pays sont habitués à consommer des produits importés.
D'accord. Donc, pendant une très longue période de notre histoire, nous avons été habitués à ces produits importés. La preuve, quand on va au marché, c'est ce qu'on a comme réflexe. Ah, il faut acheter ça, c'est ça qu'on connaît. Et aujourd'hui, le travail qui se fait, c'est de pouvoir imposer nos produits locaux face à ces géants qui sont déjà installés dans notre esprit. C'est pas que nos produits ne sont pas des produits de qualité, mais non, c'est juste qu'on est en train de remodeler c'est que comment on dit, la perception, la psychologie du consommateur face aux produits qui se font chez lui. C'est tout. Il faut voir ce problème-là sur un plan purement culturel. On a été, sur beaucoup d'années, habitués à payer des produits qui venaient d'ailleurs. Mais de plus en plus, les consommateurs commencent à comprendre que tout ce qu'ils achètent ailleurs, et même cher, se vend sur le plan local. Donc, ils n'ont pas d'intérêt à aller acheter ailleurs. Donc, on peut dire que le problème de la consommation locale se résout peu à peu. Peu à peu. Ce n'est pas un problème du jour au lendemain qui va se résoudre du jour au lendemain. Surtout que la concurrence est forte et que les autres aussi se débattent sur les prix. C'est aussi un problème de décision aussi politique à un certain niveau. Mais pour l'instant, ce qui se fait aujourd'hui, le combat qui se mène sur les places de vente, les supermarchés, même dans les marchés publics et tout ça, le combat qui se fait, c'est un combat idéologique, c'est un combat culturel d'appropriation de nos produits par les consommateurs. Alors aujourd'hui, sur le marché béninois, est-ce qu'il suffit de vouloir produire pour le faire? Ce qui se passe aujourd'hui sur le marché béninois, c'est que on assiste à une certaine, je peux dire, liberté d'installation de ces entreprises-là. N'importe qui se lève, qui a envie de faire du business, de gagner de l'argent, ouvre sa société, soit c'est la production de jus d'ananas, soit c'est la production de aclui, soit c'est la production de jus de couscous, de maïs, à base de farine de maïs, soit c'est la production de jus de baobab. Vraiment, c'est un secteur tellement qui a une certaine facilité d'absorption de nouvelles personnes. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a un travail à faire. Parce que si vous voulez faire de la nourriture à un grand monde, vous devez quand même avoir les qualifications requises. C'est vrai qu'aujourd'hui, même la restauration publique, n'importe qui peut se lever et dire aujourd'hui, moi je vends du riz à l'haricot au bord de la route. N'importe qui peut se lever pour dire ça. Si elle s'est préparée ou bien elle a appris à préparer à la maison, elle peut se lever pour le faire. Avec n'importe quel dispositif, sans peut-être insister sur l'hygiène, la santé. Avec un seau d'eau, on lave plus de 100 assiettes dans une même bassine d'eau. Tout ça là, c'est des problèmes de santé publique aussi que ça crée. Mais il faut, en fait, c'est la situation actuelle à laquelle on assiste. Les entreprises... De façon précise, si j'ai aujourd'hui envie de me lancer dans la production de jus d'ananas, par exemple, quelles sont les dispositions à prendre? Parce que de toutes les façons, le marché de consommation, vous l'avez dit, il est bien là. C'est ça. Alors, à mon niveau, en tant que producteur ou productrice, quelles sont les dispositions que je dois prendre pour gagner le marché? Pour gagner le marché, mais vous devez vous réveiller très tôt, parce qu'aujourd'hui, le secteur des jus est un secteur fortement concurrencé. C'est un exemple que j'ai donné à tout hasard. À tout hasard. Mais en tout cas, si on prend sur le plan agroalimentaire, vous voulez vous installer, comme vous l'avez dit, vous devez d'abord vous former. D'accord. Oui, la formation est indispensable. Vous formez sur les compétences à avoir pour produire le jus même. Comment on fait le jus? Il ne faut pas produire du jus, quelqu'un va boire et penser que c'est de la tisane ou bien de l'infusion que vous avez fait ou bien des choses comme ça. Non, un jus, quand vous prenez le jus d'ananas, il doit être quand même frais. Il doit quand même avoir le goût de l'ananas. Même on doit avoir des résidus d'ananas pour penser que c'est l'ananas vraiment qui a été transformé. Donc ça, pour avoir ces compétences-là, il faut se faire former. Ensuite, quand vous formez sur ça, et il faut avoir l'équipement qu'il faut et même le personnel formé qu'il faut. L'hygiène pour ça. Il faut se faire former et sur les compétences intrinsèques pour produire le produit et sur les normes de qualité à intégrer à son système de production afin d'avoir un produit de qualité au bout de la chaîne. Madame Georgina Djanaou, je crois que notre temps pour le monde agricole aujourd'hui, il est terminé. Estelle Pazou, je sais que vous n'avez pas fini toutes vos questions. Je n'ai pas fini mon questionnaire. Votre liste, je vois qu'il y a encore des points qui restent à aborder. Non, mais on pourra toujours revenir là-dessus.
Un autre jour. Un autre jour, à vous de voir. La tranche, elle est à vous, c'est 2 fois par semaine. Vous voyez quel créneau vous arrange et faites revenir Madame Georgina Adjanon, pourquoi pas, ou quelqu'un d'autre, pour aller dans les détails. Merci infiniment d'être passé nous voir. Estelle Pazou. On se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure pour le 19:45. Le monde agricole, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous passons à l'espère. Et c'est un autre volet de cette émission qui s'ouvre, le volet Espère, où on travaille un peu nos mentalités pour booster nos compétences en matière socio-professionnelle. En tout cas, le sujet était à l'ordre du jour il y a 2 semaines avec Heureuse Dalandé et Marcel Lefond, déjà ici présent. Marcel, bonsoir à vous. Bonsoir, Madame Aguatao. Bienvenue sur dans votre espace, l'Espère, les mercredis. On a l'habitude de faire la tranche avec vous. Alors, comme je le disais tantôt, vie professionnelle, comment la réussir, vous en parliez la dernière fois avec Heureuse Dalandé. Aujourd'hui, on va parler d'un peu de comment pouvoir maîtriser les énergies, puisque quoi qu'on dise, chacun détient une masse d'énergie, n'est-ce pas? Maintenant, il faut savoir canaliser ces énergies pour pouvoir monter tout doucement dans la société et dans sa profession. Absolument, merci. Merci pour cette occasion, pour revenir sur ce sujet très important pour les téléspectateurs et qui nous ont suivis et qui ont beaucoup réagi. Au passage, je les remercie pour leur interaction. Ça nous motive toujours et ça nous donne vraiment l'énergie alors de continuer dans ce sens. Évidemment, nous avons abordé les questions liées à la canalisation de l'énergie. Et parmi ces questions liées à la canalisation de l'énergie, on a montré beaucoup de techniques aux téléspectateurs qui nous ont suivis, et à savoir par exemple comment manger, quelles sont les heures auxquelles il faut manger. On a parlé des 3-8, à savoir la tranche de midi à 20h, ce qu'il faut faire, la tranche de 20h à 4h du matin, ce qu'il faut faire également, et de 4h à midi, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça fait 8, 8, 8. Des 3-8. Des 3-8. Lorsque vous respectez les 3-8, naturellement, si vous étiez en perte d'énergie, si vous mangez à tort, à raison, si vous ne saviez pas quand manger pour avoir l'énergie, quand laisser l'organisme se reposer, faire la digestion, en pratiquant les 3-8 sur lesquels on ne va pas revenir dans le cas d'espèces, alors vous commencez à sentir que vous avez de l'énergie. Et puis, autre élément. Mais il se fait que lorsque vous réussissez à emmagasiner cette énergie, il faut l'utiliser à bon escient. C'est comme quelqu'un qui a mis du carburant dans sa voiture, mais s'il connaît là où il doit aller, il prend la bonne voie. La bonne trajectoire, sinon il va passer tout son temps à se promener sans aller au bon endroit. Et du coup, il va avoir une perte il va avoir un manque de carburant et perte de temps. Des pertes de temps. Donc du coup, lorsque vous réussissez à pratiquer tout ça, il faut savoir maintenant que l'énergie que vous avez, vous devez pouvoir l'investir dans les projets les plus importants pour vous. D'où alors l'énergie émotionnelle. Aujourd'hui, on va parler de l'énergie émotionnelle. Voilà. Quand on a gagné de l'énergie au point de vue physique, alors comment est-ce que vous le dépensez pour que les bandits... On s'interroge, on est curieux de savoir comment cette transformation-là s'opère-t-elle, la transformation physique vers l'énergie émotionnelle. Voilà, l'énergie en fait physique, lorsque vous observez les 8-8-8, les 3-8, vous avez de l'énergie. Vous sentez que vous avez l'énergie. Il y a des gens qui, lorsqu'on leur sert à manger le soir, par exemple, vous êtes devant votre assiette, vous finissez de manger, vous commencez à dormir devant la télévision. Cela suppose que vous n'avez pas le minimum d'énergie qu'il faut alors pour enclencher alors, le processus de la digestion. Ce qui fait que, automatiquement, après le dîner, d'ailleurs, pour la plupart du temps, pour ces gens-là, quand ils finissent le dîner, ils s'écroulent dans leur fauteuil. Je dis souvent, les gens disent qu'ils dorment, mais on ne dort pas. Vous tombez en syncope ou vous rentrez dans un coma parce que l'organisme n'a plus l'énergie nécessaire pour que le cou qui est debout comme ça puisse continuer à rester debout. Donc, l'énergie que vous utilisez pour maintenir le cou debout, quand vous démarrez la digestion, puisqu'il n'en a pas, alors l'organisme s'en va chercher dans les coins et les recoins. Le cou commence à rester comme ça, on dit il dort, mais il ne dort pas. Il est tombé en syncope, il est en perte d'énergie, il n'a même pas le minimum qu'il faut pour que le cou puisse rester debout. Après, la même personne qui a le cou tordu, progressivement, vous le voyez, c'est la caille thoracique qui est tordue et il finit complètement par se perdre et les enfants disent « Mais papa, lève-toi, maman, lève-toi, va te coucher ». Alors, il est vraiment en crise. On dit qu'il dort, mais il ne dort pas.
Alors, si cette énergie, vous l'avez, vous allez voir, il y en a qui finissent de manger, mais qui peuvent continuer à travailler normalement. Ça veut dire qu'ils ont de l'énergie en réserve qu'ils peuvent utiliser pour faire la digestion. Donc, l'énergie dont vous disposez peut être utilisée. Lorsque vous allez au boulot et que vous avez la chance, alors de ne pas faire partie de ceux qui n'ont plus l'énergie pour travailler, et que vous faites partie de ceux qui ont pu canaliser l'énergie, bien sûr, en respectant les 8 ou 8-8, comme je l'ai dit, alors il y a ce qu'on appelle les bandits de l'énergie. D'où la question des énergies émotionnelles. Les bandits de l'énergie, c'est lorsque, par exemple, vous avez tout le temps peur. Lorsque vous avez peur à votre boulot et au plan émotionnel, vous perdez les pédales parce que l'état positif ou négatif dans lequel vous êtes le matin, lorsque vous allez dans votre boulot, permet d'avoir de l'énergie lorsque l'état est positif, mais lorsqu'il est négatif, ça vous vole de l'énergie, vous perdez de l'énergie. Donc moi, je les appelle les bandits de l'énergie. Parmi les bandits de l'énergie, nous citons généralement, par exemple, la peur. Nous citons, par exemple, ce que j'appelle les émotions positives. C'est-à-dire quelqu'un est trop content, on vient de le féliciter, alors il ne sait pas comment alors gérer cette joie-là, tellement content qu'il perd de l'énergie. Alors l'énergie canalisée le matin, vous le perdez dans les peurs, vous le perdez dans l'état de tristesse. Il y en a qui sont naturellement tristes, qui reçoivent des coups de fil qui les rendent tristes, ou naturellement ils sont tristes. Quand vous voyez sur leur visage, ils sont tristes. Alors l'état de tristesse est un état négatif qui, quelle que soit l'énergie que vous avez, alors est en train de prendre une partie de votre énergie. D'autres choses comme par exemple la colère. Il y en a qui s'énervent au quart du tour. Moins de choses, ils s'énervent. Quand on le félicite, il s'énerve. Quand on lui fait des compliments, il s'énerve. Quand on dit vous êtes très bien habillé aujourd'hui, non, mais je ne crois pas qu'il y ait des gens comme ça, pour des compliments qui s'énervent. Bien sûr, bien sûr. Il y a des gens, quand vous leur faites des compliments, ils commencent à s'énerver. Mais pourquoi il fait semblant de me dire que ça va alors que je sais que ça ne va pas? Vous voyez un peu? Donc, l'énergie que vous avez apportée le matin, si c'est à 100, ces étapes, ces choses que je viens de citer, alors constituent des bandits d'énergie qui vous volent l'énergie tout le temps. Marcel Lefond, comment est-ce qu'il faut ériger une barrière à ces bandits de l'énergie? Pour ériger une barrière à ces bandits de l'énergie, la première chose d'abord, c'est de commencer à s'écouter, à écouter ces émotions. Voilà. Alors, il faut que vous vous posez la question à l'instant T. OK? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je vis? Et qu'est-ce que ce que je dis, je vis là, représente dans mes oreilles, dans mon état d'esprit? Je suis en train de vous parler, comment est-ce que vous vous sentez? Après 1 heure de temps, on devrait pouvoir s'arrêter pour faire le point. Les 1 heure que je viens de vivre là, comment est-ce que je les ai vécues? Est-ce que je les ai vécues avec la peur? Est-ce que je les ai vécues avec la joie, trop de joie ou trop de peur? Quand mon patron était en train de m'annoncer tout à l'heure le délai pour rendre ce rapport, pour rendre ce dossier, quel état d'esprit j'avais accompagné de ce message? Est-ce que c'est un état d'esprit de tristesse ou de peur? Lorsque c'est un état d'esprit de tristesse... Mais quand votre patron vous tombe dessus comme ça et qu'il vous demande un rapport, peut-être qu'il attendait il y a 2 jours, que vous n'avez pas rendu à temps, mais il n'y a pas de doute que le stress monte un tout petit peu là. Et puis un bandit de l'énergie, il peut y trouver place. Absolument, un bandit de l'énergie, tu n'as pas place, mais on doit pouvoir faire la nuance entre le stress que le patron vous donne, qui d'abord est une dopamine dont vous avez besoin pour faire avancer le travail. Tout manager a besoin de donner cette petite dose de dopamine dont on a besoin tous les matins pour avancer. Alors lorsque vous n'arrivez pas à gérer cette dose de dopamine, ça devient un stress négatif. Le stress négatif alors peut devenir un bandit d'énergie lorsque ça se transforme en peur. Parce que lorsque vous avez peur, vous perdez de l'énergie. Mais on peut vous stresser, vous comprenez, ok, mon chef a besoin de me mettre un peu de stress pour qu'il puisse rendre ce rapport à temps. J'encaisse. Et vous souriez et vous retournez en vous. Vous dites, ok, je dois vite faire et bien faire pour pouvoir avancer. Mais lorsque l'information que le chef vient de donner, vous remplacez alors cette dose de dopamine par la peur, la tristesse, alors plutôt que d'avoir de l'énergie pour travailler, vous rentrez dans votre bureau, vous êtes dépourvu d'énergie. Parce que la peur est un bandit de l'énergie qui vous vole l'énergie toutes les minutes, toutes les secondes qu'elle s'installe. C'est un état émotionnel, mais négatif, qui vous vole de l'énergie. On l'appelle un bandit de l'énergie. Donc, lorsque vous ne savez pas gérer le stress que votre patron vous met, qui dans certaines mesures est une bonne chose, il y en a qui m'entendent en ce moment qui vont dire, mais comment est-ce que le coach Marcel va dire que le stress est une bonne chose? Parfois, vous avez besoin d'un minimum de stress pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Et les patrons le savent, et ils savent le placer. Maintenant, il y en a qui ne savent pas le placer et qui vous donnent la peur, et cette peur-là devient un bandit de l'énergie. Donc, voilà par exemple comment est-ce que, dans une première étape, il faut commencer à notifier ce que représente pour vous, ce que vous entendez au point de vue émotionnel. La deuxième chose, pour pouvoir canaliser de l'énergie, il faut pouvoir identifier maintenant l'information. Un patron peut bien vouloir alors
vous donner cette dose de dopamine, ce que j'appelle le stress. Il peut vouloir vous donner cette dose de dopamine, mais le faire alors à contre-temps. Il peut le faire au mauvais moment, comme il peut utiliser alors les mauvaises expressions ou les mauvais outils pour vous donner cette information. Mais il faut pouvoir l'analyser. Un bon cadre, c'est celui qui est outillé, qui sait amortir le coup, analyser et maintenant agir. Quand vous n'avez pas ces étapes-là dans votre tête très bien organisée, alors vous êtes perdu. Donc, deuxième étape, il faut nommer, comme je l'ai dit, cet élément d'information que vous venez de recevoir. Ok, chez moi, ça s'appelle un bandit d'énergie. Chez moi, ça s'appelle la peur. Chez moi, ça s'appelle le stress. Chez moi, ça s'appelle la nervosité. Ah, écoute, Karamat, tu commences à t'énerver, ça ne peut pas aller comme ça. C'est un bandit d'énergie. Il faut se le dire. Quand ça n'a pas de nom chez toi, tu ne peux pas savoir que tu es sur la mauvaise voie. Il faut se parler, en quelque sorte, soliloquer et se retrancher un instant. Absolument. Et puis faire ce petit point rapidement et dire, ok, oui, je suis parti sur de mauvaises bases. Voilà. Non, arrête, tu es en train d'emprunter la voie de la colère, de la tristesse, qui est un bandit d'énergie. Alors, tu auras besoin d'énergie pour pouvoir faire ce travail. Si vous l'avez nommé, c'est plus facile de savoir si vous y êtes ou que vous n'y êtes pas. La troisième étape, lorsque vous l'avez nommé maintenant, il faut pouvoir identifier, comme je viens de le dire tout à l'heure, l'information, le contenu de l'information. Est-ce que cette information est la bonne? Oui, mon patron voulait juste me faire comprendre que la façon dont je faisais le travail ne nous permettrait pas de produire du résultat. En voulant le dire, peut-être, lui aussi, il a mélangé ses émotions en disant que j'étais quelqu'un de médiocre. Écoute Marcel, tu n'es pas quelqu'un de médiocre, ton patron s'est trompé sur l'expression. Il faut vous parler. Est-ce que c'est bien qu'un chef dise à son agent qu'il est médiocre? Mais écoutez Madame Karamat. De façon directe. Vous connaissez les chefs que nous avons. Il y a quelqu'un qui vient d'avoir le diplôme, parce que quelqu'un est bien placé, on le met à un poste de chef. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il a les compétences. Encore qu'un chef, ce n'est pas forcément celui qui a beaucoup plus de diplômes. Non, pas nécessairement. C'est celui qui doit avoir un sens quand même managérial. Managérial, de canaliser les gens et de pouvoir les conduire vers le résultat. Exactement. Mais il peut se faire qu'on ait un chef qui n'ait pas les outils, qui ne soit pas à même de faire le travail et qui refuse d'ailleurs de retourner à l'école. Pour moi, retourner à l'école, c'est lorsque on vous nomme manager ou chef dans une entreprise et que vous venez, vous commencez d'abord à apprendre. Vous commencez à poser la question, écoutez madame, comment est-ce que on s'occupe de vous pour que vous puissiez donner le meilleur résultat? Parce qu'après, le chef fait travailler, les autres gagnent les combats en sourdine, les autres font le travail en sourdine, mais lui, en tant que chef, il gagne les combats. Il dit, bon, avec mes équipes, j'ai gagné le combat. Donc, vous comprenez avec moi, le bon chef devrait commencer d'abord à poser la question aux gens, comment est-ce qu'on s'occupe de vous pour que vous produisez du résultat? Et que plus tard, maintenant, si les gens récidivent, alors il utilise son bâton pour pouvoir les mettre dans les moules afin qu'ils produisent du résultat. Ça prend combien de temps pour vraiment réussir à canaliser ces énergies négatives et pouvoir les transformer en énergie positive? C'est-à-dire pouvoir donc éliminer tout doucement et au fil du temps ces bandits dont on est en train de parler. C'est relatif, ça dépend des types de personnes que vous avez en face de vous, la façon dont la chose est ancrée en eux et également leur ouverture à aller vers le changement. Comme vous le savez, le changement est difficile. J'ai conduit des équipes, par exemple, pour canaliser de l'énergie dans des entreprises où, au départ, les patrons sont des commanditaires, mais après, vous vous rendez compte que les gens ne sont pas conscients qu'ils ont besoin de canaliser leurs énergies. Donc, du coup, vous comprenez que ce travail va prendre tout le temps qu'il faut. En première partie, que les gens soient demandeurs, et puis après, qu'ils acceptent maintenant de faire ce qu'il faut faire pour pouvoir se retrouver avec l'énergie dont ils disposent. Donc, tout dépend de l'environnement et des types de personnes auxquelles vous avez affaire. Mais dans le cas précis où c'est un individu lui-même qui demande alors à mettre en place ce processus qui l'amène à canaliser cette énergie, c'est beaucoup plus facile. Il suffit de commencer déjà par les premières étapes avec cet individu, à identifier les différentes parties et au fur et à mesure que vous évoluez, lui-même, il se rend compte en réalité qu'il est en train de bouger, il est content maintenant d'agir. Donc tout dépend de l'environnement et également des individus auxquels vous avez affaire. D'un individu à un autre. Et Marcel Lefond, on n'a plus assez de temps pour résumer rapidement les énergies, pouvoir les canaliser et booster, et aller au-delà de ces limites. De ces limites, la première étape, d'abord, il faut commencer à canaliser de l'énergie physique, que j'ai déjà expliqué dans les 8-8-8. Lorsque vous l'avez eu maintenant, il faut commencer à identifier ces bandits de l'énergie dans une journée. Et les bandits de l'énergie, on les a cités, c'est la colère, c'est la tristesse, c'est trop de joie, c'est la peur.
Et quand vous les avez identifiés maintenant, il faut mettre en place un processus pour pouvoir partir de celui qui... Et avec tous ces éléments que vous avez cités là, Marcel Effon, parce qu'il y en a qui se mettent à l'exercice, vous êtes très sûr que ça doit pouvoir donner quand même quelque chose dans la vie professionnelle d'un individu ou dans sa vie personnelle? Oui, c'est ce que j'appelle retourner à l'école. Vous voyez l'exercice qu'on vient de faire tout de suite? Il y a des gens qui sont en train de perdre de l'énergie tout le temps, qui ne savent même pas d'ailleurs, qui n'en ont pas emmagasiné dans ce qu'ils mangent. Il y en a qui passent tout le temps à manger parce qu'on leur a dit quand vous mangez, vous avez de l'énergie. Mais c'est le contraire. En passant tout votre temps à manger tout le temps, vous faites travailler votre organisme et l'énergie dont vous aviez besoin pour travailler, cette énergie est utilisée pour faire de la digestion. Alors celui-là a besoin d'avoir l'information, de savoir quand il faut manger, quand il faut laisser l'organisme digérer et quand il faut laisser l'organisme transformer ce qu'on a digéré en énergie. Merci. Et a besoin également plus tard de savoir comment, lorsqu'on a l'énergie, qu'on empêche maintenant les bandits de venir le voler et de pouvoir l'investir dans ce qui est important pour soi. Donc c'est beaucoup de choses qu'on a besoin de savoir, je vous en prie. Merci beaucoup Marcel Effon, coach motivateur. C'était donc avec vous, vie socio-professionnelle, les ressources pour mieux canaliser ces énergies. Merci beaucoup à vous et bon retour. C'est nous qui vous remercions et à très bientôt. La semaine prochaine, si tout va bien. Le grand rendez-vous, on passe d'une rubrique à une autre et vous le savez, à cette heure-là, c'est Heureuse d'Anondé qui s'annonce. C'est bel et bien nature et bien-être. Alors, quand on parle de planification familiale et qu'on reçoit un imam, ça donne à y caquiller les yeux. Eh bien oui, un imam du nom de Djalil Inoussa sera ici tout à l'heure avec Heureuse d'Anondé et nous parler de planification familiale. Apparemment, la religion aussi prend à bras le corps ce sujet. En tout cas, on en saura plus tout à l'heure avec notre invité. Mais avant, nous allons regarder ce reportage de Herman Amégan sur le planning familial. En 2050, la population africaine devrait avoisiner les 2,5 milliards de personnes contre 1,2 milliard en 2017 selon les enquêtes démographiques. Un accroissement qui peut être source de croissance économique. Dans le même temps, le continent devrait pouvoir réguler sa démographie pour éviter que cela ne lui constitue un handicap. Le Bénin, comme d'autres pays de la sous-région, a adhéré à cette logique en promouvant la planification familiale et surtout en expérimentant des méthodes plus avancées. Le pays a pris des engagements depuis 2013 de mettre à l'échelle l'utilisation des injectables au niveau communautaire, au niveau des centres de santé, au niveau communautaire, afin d'améliorer l'accessibilité des couches les plus vulnérables, les femmes, filles et autres, aux produits contraceptifs dans les villages aussi. Les produits contraceptifs existaient déjà avec les relais communautaires, mais on a ajouté l'injectable parce que cet injectable nous permet de l'utiliser au niveau communautaire, puisque justement c'est fait dans une seringue autobloquante et avec une aiguille beaucoup plus fine, et l'injection se fait en sous-cutané, contrairement aux autres injectables, ce que les relais peuvent faire facilement. En 2014, seulement 12,5% de femmes ont recours aux méthodes contraceptives au Bénin. L'indice de fécondité tourne autour de 4,9 enfants par femme et le taux de décès maternel est estimé à 337 décès pour 100 000 naissances vivantes. Pour la direction de la santé de la mère et de l'enfant, ces chiffres sont alarmants et méritent qu'on s'y penche. Le Bénin aussi veut corriger les choses, veut aussi permettre aux femmes de ne plus mourir en voulant donner la vie, veut permettre aux femmes d'avoir le nombre d'enfants qu'elles veulent justement au moment où elles veulent avoir d'enfants. Donc c'est pourquoi justement nous avons mis ce produit-là disponible d'abord dans 10 zones sanitaires pilotes. C'est les zones, parce que les ressources étaient disponibles pour ces 10 zones, parce que c'est appuyé par l'USAID. Et c'est cette phase pilote qu'on est en train d'achever maintenant. Et on est en train de penser plus loin, déjà au plan global de mise à l'échelle. Le plan de la mise à l'échelle du contraceptif injectable Sayana Press en milieu communautaire est donc lancé. En dose unique, ce dispositif est administré sous la peau tous les 3 mois et est réversible puisqu'il permet le retour à la fécondité. Actuellement en phase pilote, le Sayana Press est distribué gratuitement. Juste après, il sera vendu au prix subventionné de 200 francs.
Religion et méthode de planification familiale font-ils bon ménage? Moi, c'est une question à laquelle je veux bel et bien avoir réponse tout à l'heure. Heureuse d'Anandé, bonsoir. Bonsoir, Karamata. Alors, vous avez en face de vous l'imam de la mosquée centrale de Kokokodji, imam Izi Chérif Inoussa. C'est bien ça? C'est bien ça. Bonsoir, imam. Bonsoir, comment vous allez? La journaliste, ça va? Alors, on parle aujourd'hui des méthodes de contraception, oui. Avis des religions tout sur à le fait. sujet. Heureuse Parce que les avis sont partagés en fonction de la religion. Et comme vous le disiez, c'est l'imam de la mosquée centrale de Kokokodji. Et il est également responsable suivi évaluation du projet des leaders s'engagent pour la planification familiale et la santé de reproduction du Collège des imams et le trésorier général de la plateforme des structures religieuses engagées pour la santé de reproduction et la planification familiale, le secrétaire général d'ailleurs. C'est beaucoup de titres. Assez de titres, oui. Secrétaire général du Collège des imams du Bénin. Donc là, nous avons quand même quelqu'un qui connaît, qui vient vraiment parler au nom des imams du Bénin ici et je crois que son avis ne sera pas contesté par les autres imams. Alors, imam, merci d'être avec nous. Bonjour Madame la journaliste. Bonjour heureuse, bonsoir heureuse, tout ce que vous voulez. Oui, j'en profite pour vous souhaiter une bonne heureuse année lunaire. Tout à fait, c'est la nouvelle lune. Qui a commencé hier. Oui. Bon, que Allah nous accorde sa grâce et sa bénédiction. Amin. En cette début d'année, nous guide. Amin. Heureuse, est-ce que tu connais la Mecque? Est-ce que tu pries? Agnat Bello viendra ici, elle a pris par là, il n'y a même pas longtemps, elle va nous donner les informations de la Mecque. Mais moi, je vais parler de la planification familiale. Alors, imam, quelle est la vie des confessions religieuses sur la planification familiale? Les chrétiennes ou les fidèles musulmanes peuvent adopter des méthodes contraceptives? Oui. Bon, je crois que je ne parlerai que de ma confession d'abord. Oui. Bien sûr, je suis dans la plateforme. Je ne parlerai que de ma confession. Bon, dans notre confession, il serait un peu injuste de voir des femmes mourir. En allant se donner la vie et voir des enfants mourir sans rien faire. Donc nous avons cherché à ne pas avoir de problème avec notre éthique religieuse. Et nous avons vu un élément qui nous a permis de comprendre que nous pouvons adopter des méthodes de planning familial dans notre confession. En effet, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en son temps, ses compagnons avaient des problèmes avec des grossesses non désirées. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur conseillait le coït interrompu. C'était même déjà dans le Coran? Le coït interrompu. Ah bon. Qui est donc amélioré aujourd'hui, qui est devenu le condom. Qui est une méthode barrière. Donc c'est fort de ça que nous avons fait des plaidoyers, nous avons fait des sensibilisations, et ça n'a pas été facile. Avec les imams qu'on a invités, on a donc fait un brainstorming avec eux, il y en a qui sont contre, il y en a qui disent non, il y en a... Bon, on a dit, bon, donnez-nous des preuves dans le Coran qui contestent cela. Bon, ils n'ont pas pu trouver. L'argument qu'on a donné du prophète Azr, ça s'appelle en arabe, le coït interrompu, ça nous a permis d'être à l'aise et de pouvoir adopter ce projet de planification familiale. Mais attention, pour l'islam, ça se passe dans le cadre du mariage seulement. Donc là, ça veut dire que les jeunes filles musulmanes ne sont pas autorisées à adopter des méthodes contraceptives. Les jeunes filles musulmanes ne sont pas autorisées à adopter une méthode de planning familial parce que sans le mariage, dans toutes les religions, ils ne doivent même pas avoir de rapport. Alors qu'est-ce que nous conseillons? Nous conseillons de gêner. Maintenant, vu le type de société que nous avons aujourd'hui, type de filles ou de jeunes filles que nous avons aujourd'hui, les choses ont évolué. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir cela?
parce que les jeunes filles, trop de choses se passent dans le rang de ces jeunes filles-là. Oui, c'est vrai. Leur interdit d'adopter des méthodes de contraception. Oui. C'est un peu nier l'évidence, en quelque sorte. Voilà. Bon, oui, mais bon, en quelque sorte, on peut dire qu'il y a une petite fuite en avant des religions. Mais nous ne pouvons pas contredire ce que le Coran nous dit. Pas de relation sexuelle avant le mariage. Mais nous contournons cela un peu. C'est-à-dire si nous avons des enfants qui sont au collège, qui ont déjà l'âge de se marier, ils peuvent se marier, continuer l'école jusqu'à l'université, et en ce moment, ils peuvent adopter une méthode de planification familiale, et le moment venu, donc ils peuvent avoir leur enfant. C'est pour ça que nous sommes pour les méthodes réversibles. Comme cette méthode-là, voilà, c'est on a parlé hier. Voilà. Et si vous permettez, Imam, on va revenir dans quelques minutes pour poursuivre les échanges avec vous. Le temps pour nous d'aller rapidement à la rédaction de BB24, et c'est pour le 1945 avec Estelle Pazou. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Utiliser les réseaux sociaux va désormais coûter plus cher aux internautes. Ainsi, on a décidé, le gouvernement, une décision qui ne rencontre pas l'avis favorable des utilisateurs et qui serait lourde de conséquences. Les communautés Setor et Khola de Cotonou se sont réunies pour la 18e fois. C'était en signe de retrouvailles. Suivez dans ce journal les grands moments de la fête. Et puis, le secteur culturel au Bénin n'est pas au mieux de sa forme. Faute de moyens, ce secteur qui pourrait profiter au pays connaît bien des handicaps qui ne sont pas de nature à favoriser son développement. À l'instar de l'Ouganda et de la Zambie, le Bénin vient d'introduire une taxe sur l'utilisation des réseaux sociaux tels Facebook ou WhatsApp. Une taxe qui a provoqué une levée de boucliers dans le rang des associations de la société civile et suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux. D'aucuns estiment que taxer Internet, c'est implicitement faire comprendre à la jeunesse qu'elle n'a aucune chance. Pour d'autres, cette décision du gouvernement n'est en rien compatible au développement de l'économie numérique. Dans ce reportage que vous allez suivre, Rodrigue Babagbetor revient sur le sujet avec beaucoup plus de détails. Des appels à se désabonner des pages et profils du gouvernement sur les réseaux sociaux, le hashtag #TaxPaMemo utilisé par des milliers d'abonnés, une pétition ayant recueilli plus de 300 signatures en moins de 16 heures dès sa mise en ligne, tout ceci en guise de contestation. Le décret 2018-341 du 25 juillet 2018 portant imposition de nouvelles taxes sur les communications Internet GSM au Bénin ne fait pas du tout l'unanimité. Pour le secrétaire exécutif de l'ARCEP intervenu sur une chaîne de télévision, deux choix s'imposent aux consommateurs d'Internet au Bénin, voir le service disparaître ou accepter une augmentation. Au lieu de laisser Internet être le substitut d'un produit qui procure beaucoup de revenus aux opérateurs GSM, il nous faut équilibrer pour que l'accès à Internet puisse générer des revenus au GSM et que les autres produits de communication classiques qui ne génèrent plus de revenus ne disparaissent point. L'un des argumentaires annoncés est la perte de revenus des opérateurs de téléphonie mobile et de l'État. Au niveau national, je pense que les statistiques le prouveront, la baisse de revenus sur la taxation des services classiques n'a pas tellement bougé. Par contre, au niveau international, quand vous appelez quelqu'un aux États-Unis, vous utilisez par exemple WhatsApp, Call, ou bien que vous utilisez les services d'appel de Facebook ou bien de Viber, de tout ce que vous voulez, eh bien, l'État ne voit pas passer cet appel-là. Okay? Ça passe directement dans votre forfait Internet et donc l'État ne peut pas, ne charge pas cet appel que vous passez. Ce qui entraîne en fait une grosse baisse de revenus pour l'État au niveau fiscal. Le dit décret stipule en son article 3 que pour appel, SMS et Internet, un taux de 5% sera prélevé à chaque opération. Et pour ce qui concerne l'accès à Internet pour les plateformes de réseaux sociaux ou plateformes OTT, le gouvernement réclame une contribution de 5 francs par mégaoctet. Ça signifie aujourd'hui que si vous activiez un forfait à 1000 francs,
d'accord, il vous faudra 3 000 pour activer le même forfait hors taxe. Ensuite, il y aura une taxation, bien sûr, les autres taxes qui vont s'ajouter et le coût final va encore augmenter. C'est une bêtise en fait, c'est une sottise. On ne peut pas exposer fièrement à la nation un programme d'action dans lequel on veut faire du numérique un pilier de croissance économique, d'inclusion sociale et tout. Et du jour au lendemain, on prend des décisions qui, dans un premier temps, c'est-à-dire de façon automatique, vont avoir un impact sur la pénétration d'Internet dans le pays. Pour moi, ça n'a pas de sens, quoi. Une appréciation unanime au sein des consommateurs. Difficile de croire que le Bénin veuille vraiment être une plateforme du numérique dans la sous-région. Les startups aujourd'hui sont considérées comme les moteurs, comme devant être les moteurs de l'économie numérique au Bénin. Donc, augmenter les coûts, spécifiquement sur les réseaux sociaux, vous empêchez les startups de communiquer. Parce que ces coûts doivent être intégrés dans les charges de gestion de ces entreprises. Et donc, quand vous êtes trop cher, le consommateur sur Internet, il ne se pose pas la question, il cherche surtout son intérêt. Donc, il ira là où ça se trouve, c'est moins cher. Si déjà, en temps, les choses, pour tout le monde, les choses n'étaient pas faciles avec cette nouvelle décision, ça le serait encore moins, quoi. L'avenir est de moins en moins certain. La taxe prévue pour prendre effet à compter du 3 août ne l'est pas encore. Aux dernières informations, les pourparlers sont en cours entre opérateurs de téléphonie mobile et gouvernement. Le Rwanda se préparerait à intégrer l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. Si la décision est confirmée, le pays serait le premier État africain à rejoindre l'organisation internationale. Selon The Jerusalem Post, 2 anciens hauts responsables israéliens ont été chargés de faire du lobbying en faveur du pays. La candidature du Rwanda semble être très prometteuse au vu de la stabilité du pays et de son désir d'attirer de nouveaux investisseurs étrangers. L'Afrique étant le seul continent non représenté au sein de l'OCDE, l'adhésion du Rwanda serait un exemple pour le reste du continent. Le programme TIFA Combustible de Construction Afrique de l'Ouest, TICAO, sera officiellement lancé mercredi à Dakar. Ce projet, initié pendant la COP21 par des structures sénégalaises, françaises et mauritaniennes, a pour objectif d'une part de réduire la prolifération dans les lacs, les cours d'eau et les canaux d'irrigation du fleuve Sénégal et d'autre part de contribuer au développement de combustibles de substitution à partir du TIFA. Ces objectifs permettront la création d'emplois ainsi que d'une filière énergétique durable et performante. Pour rappel, le TIFA est une plante qui pousse dans les milieux humides. Kondokpo Koutonoué, c'est les retrouvailles des communautés Setor et Fla de Cotonou. Cette année, ces communautés ont célébré la 18e édition de ce qu'on pourrait appeler le fête traditionnelle. L'événement a été commémoré dimanche à Guinawa, un des quartiers de Cotonou. Marcel Arrossi nous fait revivre les grands moments de la fête. Une grande joie parsemée d'amitié et de fraternité. Les frères et sœurs de la communauté Setor de Cotonou s'y plongent. C'est un grand moment de retrouvailles. Cette fête est une expression des autochtones de Cotonou, où c'est aussi un espace où les autochtones de Cotonou se voient, où ils peuvent festoyer, ils peuvent mieux se connaître, ils peuvent véritablement réfléchir à leur développement. Cotonou, c'est les 7 clans qui ont accepté les autres communautés, les autres qui sont venus s'implanter. Kondokpo, dans la langue Kola, ça veut dire l'unité d'action. Ils viennent de plusieurs quartiers des départements de l'Atlantique et du littoral pour célébrer à travers chants, danses et animations culturelles leur joie de vivre. Ambition première, endiguer progressivement le mal qui, autrefois, opposait ces communautés. Ça a été un peu choquant de voir, comme je l'ai dit tantôt, on a eu des petites contradictions qu'on n'a pas su vite régler. Mais comme c'est réglé finalement, je suis content que la fête ait lieu. La division était même trop petite. Il n'y avait véritablement pas de division, mais il y avait juste quelques malcompréhensions
qui très tôt a été cerné et a été corrigé. Nous avons vu des crises qui ont duré qui ont duré même 1 an, 2 ans à d'autres fêtes. Mais ici, cela n'a duré que quelques jours, quelques semaines. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble. D'importantes ressources financières sont engrangées dans l'organisation de cet événement hautement festif. Les sources de revenus sont aussi variées. Avant, les gens cotisaient pour la fête. Mais jusqu'à la 14e édition, les gens cotisaient. Les quartiers cotisaient. Mais depuis la 15e, c'est à partir de ce que, quand nous achetons le tissu, nous majorons. Et c'est la marge là que nous dépensons une partie pour la fête et nous dépensons une partie pour la réalisation des œuvres sociales. Aussi, nous avons commencé par chercher des partenaires, des parrains. Kondoko, c'est la fête de nous tous. Tous les fils et filles de Cotonou qui ont compris que la division installée devrait être enterrée, nous leur disons merci. À ces moments, réconciliation, paix et unité sont prônés. Ils se retrouvent pour regarder dans la même direction, celle du développement de leur communauté. Improvisation, faible visibilité, absence de mécanismes appropriés de financement ou encore d'industrie culturelle, il en faut encore pour décrire l'état du secteur culturel au Bénin. Malgré la volonté et les efforts fournis par les acteurs, ces mots gangrènent le secteur et plombent son épanouissement. Comment alors opérer une réelle relance du monde culturel au Bénin? On retrouve Marcel Arrossi qui donne la parole à quelques acteurs. De la musique au théâtre, en passant par la danse, la mode, le cinéma, la littérature, les arts, le savoir et la tradition, plusieurs manifestations animent la vie culturelle au Bénin. En dépit de ces immenses potentialités, le secteur peine depuis quelques années à rayonner. Depuis près de 3 ans, on est là, il n'y a pas trop d'initiatives parce que les acteurs culturels manquent d'accompagnement venant du plan national. Le secteur culturel béninois a besoin d'être repensé, d'être restructuré. Voilà un secteur où les tests existent, mais on passe à côté de l'application des tests. Depuis 2 ans, le secteur a été sevré. Il n'y a pas de pays qui vit sans culture. Et vous savez, les artisans, les comédiens, ils ont quoi? Il y a des artistes professionnels, hein. Il y a des artistes qui font quelque chose, mais il y a des gens qui ne font que ça. Et si on ne pense pas à ceux-là, on crée carrément la calamité. Et pourtant, la culture apparaît comme un véritable atout pour le succès touristique du pays. Au Bénin, chez nous, nous avons quoi? Nous n'avons pas de l'or. Nous n'avons aucune richesse sous notre terre. La seule chose qui peut attirer du monde vers nous, c'est la culture. Avec la culture, d'abord, notre culture est très riche. Nous avons tellement de choses chez nous que les autres ont envie de voir. On ne peut pas détacher le tourisme de la culture et dire que ça va marcher. Les deux vont de pair. C'est à travers la culture qu'on peut vendre le pays, qu'on peut promouvoir le tourisme. Tout ce que nous pouvons vendre, c'est la spécificité béninoise. Et cette spécificité-là réside dans notre culture. Donc le tourisme vit de la culture. Sur un autre plan, l'exercice généralisé des activités culturelles dans l'informel ne favorise pas une lisibilité de l'impact du secteur sur l'économie. Ici, dans notre pays, les statistiques ne sont pas existantes. Eh bien, on n'arrive pas à quantifier la contribution réelle de la culture à l'économie béninoise. La culture pourrait constituer à elle seule la richesse du Bénin pour peu que les conditions soient remplies pour sa pleine éclosion. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement. Merci beaucoup Estelle Pazou pour la présentation du 1945 de ce mercredi 12 septembre 2018. On vous retrouve donc demain pour le même exercice. Oui, à demain Karamat.
Alors, quant à nous, le grand rendez-vous se poursuit et nous étions donc avec Heureuse Dalandé et son invité, l'imam de la mosquée centrale de Kokokodji. Imam, on revient à vous donc où nous parlions des méthodes contraceptives et il faut dire que le Collège des religions du Bénin, après moult tractations, approuve finalement les méthodes, mais avec une petite réserve. Et nous en étions là. Imam. Oui. Dans la communauté musulmane, bon, nous ne parlons pas directement du mot planning familial, mais nous parlons de l'espacement des naissances et de l'organisation des naissances dans le cadre du mariage. Vous y tenez. Voilà. Pour les jeunes, il y a une nouvelle thématique que nous appelons éducation sexuelle intégrée. Il ne s'agit plus de voir la sexualité comme un tabou, un sujet tabou. Donc, on doit pouvoir discuter avec ses enfants. La jeune fille, on doit pouvoir lui dire son corps, ce que ça représente. Et ça on n'utilise pas n'importe comment. Il y a des moments pour utiliser son corps, mais toujours dans le cadre du mariage. Donc, si on comprend bien que les parents enseignent aujourd'hui à leurs enfants, à leurs jeunes filles, l'abstinence. Ah oui, l'abstinence. Mais on doit leur quand même dire ce que constitue son corps. Oui. Quand est-ce qu'elle a les règles, comment ça se passe, parce que c'est un sujet tabou. Même les femmes, les mères n'en parlent pas à leurs filles. Il faut qu'on aille se renseigner chez une amie, une ancienne amie, même nous les garçons, c'est pareil. On se renseigner chez un autre ami, comment ça se passe. On pensait que ces barrières étaient donc tombées depuis il y a longtemps, où le sexe n'est plus aujourd'hui tabou. Mais on se rend compte en fait que le sujet est toujours présent. C'est toujours présent, mais nous n'irons pas au travers de ce qui se passe en Europe actuellement, où on tombe un peu dans la pédophilie, des choses comme ça. Mais là, ça, c'est un autre pan du sujet, imam. Donc, voilà. D'accord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la jeune fille doit faire? La méthode contraceptive lui est interdite, mais l'abstinence, vous savez... Un peu difficile, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est ça, vous savez... Un peu difficile pour nos jeunes aujourd'hui. Oui, tout est une question d'éducation. Moi, je peux vous dire que j'ai la chance, je n'ai que 2 filles. Adoptent-elles des méthodes contraceptives? Non. Je ne pouvais pas me Donc, elles ne sont pas encore mariées? Ah, elles sont mariées maintenant. Ah, ok. Elles sont avec leur mari. D'accord. Mais je n'ai pas eu de déboire. Parce que moi, je suis professeur aussi de mathématiques, donc... au contact donc, des enfants, donc il y a eu très tôt à leur dire, à leur faire des mises en garde, attention, ceci, cela, bon, pour qu'elles ne tombent pas dans des dérapages. D'accord. Donc voilà un peu ce Mais qui m'a toutes aidé. ces méthodes, il y a plusieurs types de méthodes. Il y a plusieurs types de méthodes. Bon, il y a les méthodes réversibles. Oui. Donc c'est pour ces méthodes-là que nous optons. Exactement. D'accord. Les méthodes Mais réversibles. pourquoi vous optez pour les méthodes réversibles? Parce que nous ne sommes pas pour la limitation des enfants, puisque le fruit du mariage, c'est la procréation, c'est les enfants. Et nous ne sommes pas pour la limitation. Nous sommes pour l'organisation et l'espacement. Oui, vous l'aviez dit. Mais nous sommes aussi réalistes, il faut des moyens pour s'en occuper. Donc c'est pour ça que nous parlons d'espacement, de ne pas faire les enfants l'un après l'autre et puis être acculés par les scolarités et tout. Bon, certes, dans le Coran, on nous dit c'est Dieu qui dit ça. C'est-à-dire? Et c'est nous qui nourrissons. Et vous et vos enfants. Donc ne tuez pas vos enfants à cause de la pauvreté. Donc là, l'interdiction de l'avortement est claire. Puisqu'actuellement, c'est l'avortement qui est le moyen de tuer les enfants. Alors que dans l'ancien temps, les Arabes, dès qu'il y a une fille de naître, bon, on l'enterrait vivant. Donc c'est l'avènement de l'islam qui a amené ce verset, et les Arabes n'enterraient plus leurs filles vivantes. Donc voilà, donc il y a la méthode réversible, donc c'est le condom, les pilules, les méthodes de température,
etc. Je voudrais que l'imam aussi se prononce sur les autres religions également, vu qu'il est quand même leur représentant ici sur ce plateau, pour qu'on ne reste pas qu'uniquement avec les musulmans, avec l'islam. C'est ça, bon, la religion catholique, je me permets de le dire, donc sont pour les méthodes naturelles. Oui. Donc on peut utiliser la méthode de température. La méthode de Chapelet, là, bon. Oui, le on collier. peut utiliser ces méthodes, la méthode de collier, la méthode de glaire. Oui. On peut utiliser tout ce qui est naturel. Bon, maintenant, mais pas d'injection, pas de pilule. Oui, pas la méthode moderne. Donc pas de Zayana Press. Non. Pas de Zayana Press pour les catholiques. L'Église catholique est contre cela. Ils sont contre ça. Mais au niveau des protestants? Au niveau des protestants, bon, les autres, ils ont introduit déjà la planification familiale depuis très longtemps, avant que même on s'en occupe maintenant, au Bénin. Depuis très, très longtemps. Donc, ça ne pose pas de problème. Mais tout ça va se passer dans le cadre du mariage, pour toutes les religions. Ok. Avis aux jeunes qui nous suivent en ce moment, le message que nous passons actuellement avec notre invité l'imam, c'est bien dans un cas bien précis, cas du mariage, quelle que soit la religion. Quelle que soit la religion. Mais nous disons ceci, une fille qui a 18 ans, il faut se marier à 18 ans, il faut avoir 18 ans, sinon vous tombez encore sous le coup de la loi. Donc, vous voulez vous marier, vous pouvez présenter votre fiancé aux parents, vous êtes à l'école, vous pouvez vous marier, vous célébrez votre mariage et poursuivre les études sans enfant. Et là, vous adoptez une méthode de planification. Mais est-ce que ce n'est pas limité quand vous dites oui pour certaines méthodes et que vous empêchez l'utilisation des méthodes un peu comme Zayana Press, dont on a parlé hier, que moi je trouve quand même pas mal. Est-ce que ce n'est pas limité un peu? Non, en ce qui nous concerne, dans la religion. Zayana Press également est réversible. Oui, réversible. Donc, ça peut passer? Ça passe chez nous, chez les musulmans, chez les catholiques, aucune méthode moderne. Il ne faut que des méthodes naturelles. Ce que j'ai cité. On va essayer d'avoir un des responsables de l'Église catholique également sur le plateau pour connaître les raisons. Vous allez nous en envoyer. Voilà. D'accord. Donc je crois ainsi on va faire. Merci beaucoup Karama. On est en train de terminer. Des méthodes irréversibles. Les méthodes irréversibles, très rapidement. Vasectomie. Oui. Les ligatures des trompes. Oui. Parce que là, on ne peut plus revenir. Quand c'est fait, c'est coupé. Et puis donc là, c'est qu'on a limité, on a limité, sauf en cas de maladie grave que le docteur a jugé qu'il faut en finir comme ça. Bon, ok. Là on s'en tient à la décision finale du médecin. Voilà. D'accord. Donc, on récapitule. Les confessions religieuses sont... pas le temps de récapituler vu qu'on me fait de gros signes de l'autre côté, comme quoi le temps... Les méthodes de contraception sont autorisées, mais dans le foyer, au sein du couple. Voilà. Après le mariage, vous pouvez adopter des méthodes contraceptives. Oui, même si vous êtes jeune, quoi. Il faut le mariage. Il faut le mariage. Et surtout, des méthodes réversibles. Merci beaucoup, Imam, pour ces précisions. Et comme Heureuse l'a dit, nous aurons notre invité pour aller sur un autre point beaucoup plus en développement, toujours parlant des confessions religieuses et des méthodes contraceptives. Merci beaucoup, Heureuse Dalondé. Merci à notre imam de la mosquée centrale de Kokokodji. Chers amis téléspectateurs, la rubrique qu'il reste à découvrir, puisque je l'ai annoncé dans le sommaire, c'est bel et bien parler aujourd'hui, et puisqu'on en a commencé, les échanges hier, parler donc de notre sujet qui porte sur le marketing de réseau avec notre invité Caleb. Mais avant, on va regarder ceci. Caleb Poviesi, consultant en marketing et entrepreneuriat, est là avec Agnat Belot pour nous parler donc du marketing de réseau présenté comme une opportunité à saisir. Mais avant, on va regarder comment l'accoutumé à ce reportage que nous présente ici Audace. Redouté par les uns, considéré comme l'entreprise du siècle par les autres, des structures de marketing relationnel ont inondé le marché béninois.
Il existe plusieurs possibilités pour y adhérer. J'ai un service et je dis, le fait de parler de mes services à quelqu'un d'autre vous rapporte de l'argent. Donc c'est une autre manière d'avoir des personnes qui travaillent pour vous sans être pour autant vos employés. La commercialisation de produits est différente de ce que vous pouvez avoir comme gain si vous ne commercialisez pas le produit. C'est un aspect que nous laissons aux membres même inscrits de prioriser ou bien de laisser tomber. Devenir riche est la promesse que vous font les membres des réseaux pour vous convaincre de rejoindre leur groupe. Mais il y a aussi d'autres avantages. Essayez de mettre des artifices autour de lui. C'est-à-dire, quand vous le voyez, vous allez penser qu'il est tellement heureux, il est tellement bien, des vêtements serrés près du corps, et qui essaie de vous montrer que tout ce qu'il fait dans le marketing de réseau, ça marche. Donc, c'est des gens, des grosses voitures, des belles maisons. Et c'est ça réellement l'indépendance financière. Alors, ces trois éléments sont quoi? L'argent, la santé et le temps. Donc, nous essayons déjà, à travers le développement personnel, nous essayons déjà d'amener la personne à avoir confiance en lui-même. Pourtant, cet avis n'est pas partagé de tous. Certains anciens adhérents y voient des risques. Quand j'ai commencé, j'ai compris qu'il faut avoir la langue mielleuse pour réussir le travail. Celui qui m'y a conduit est devenu plus riche, alors j'ai abandonné. Première personne qui adhère et qui en bénéficie. Le reste construit simplement le réseau et n'en bénéficie plein. Après, ça pète même, le réseau pète. Nous connaissons aujourd'hui des réseaux qui ne tiennent plus. Malheureusement, ils continuent de faire leur publicité et les gens en font les frais. Prudence alors, le marketing de réseau peut vous enrichir, mais vous pouvez être victime d'une arnaque ou plus encore, faire partie d'un réseau de profiteurs, faute de loi qui encadre ce commerce. Voilà, Monsieur Caleb Poviessi, bonsoir. Vous êtes revenu après nos échanges hier parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Madame la journaliste. Oui. Annette Belot, bonsoir aussi à vous. Bonsoir, Karamata Ouettao, mesdames et messieurs, bonsoir. Un beau mariage du marron et du jaune. Merci pour le compliment. Alors, si je résume un peu nos échanges hier avec M. Poviessi, c'est que le marketing de réseau existe depuis longtemps et aujourd'hui, il est présent dans le quotidien de bon nombre de personnes et qui en jouissent beaucoup et qui en tirent beaucoup de profit. Absolument. Et donc, il y a donc d'opportunités là que nos jeunes peuvent saisir et lutter en même temps contre le chômage dont on parle très souvent. Annette Belot, aujourd'hui c'est l'aspect opportunité du sujet qui nous intéresse. Merci à vous, Karamata Ouettao, mesdames et messieurs. On en a parlé hier, marketing de réseau. Pour beaucoup, c'est de l'arnaque. Pour d'autres, c'est des opportunités. Alors, de quoi il est question concrètement? On en parle avec notre expert en marketing. Vous le connaissez déjà, Caleb Poviessi. Alors, bonsoir, Monsieur Poviessi. Bonsoir, Madame la journaliste. Alors, vous confirmez, pour vous, le marketing de réseau, ce n'est pas de l'arnaque? Bon, je ne vais pas répondre oui, je ne vais pas répondre non tout de suite. Vous serez mitigé. Voilà. Donc, on vous écoute? Ça dépend. C'est relatif. C'est relatif par rapport à quoi? D'abord, il faut dire que le marketing de réseau, c'est une activité, comme on l'a expliqué hier, qui ça dépend de la façon dont on le prend. C'est un métier, il faut le prendre comme un métier. Vous comprenez un peu? Bon, je ne vais pas prendre la chose tout de suite comme une arnaque. Mais est-ce qu'il y en a qui se font arnaquer dans le marketing de réseau? Est-ce qu'il y en a qui se font arnaquer? Bon, se faire arnaquer, c'est aussi relatif. Est-ce que vous en connaissez? Je n'en connais pas, parce que j'en connais qui disent qu'ils se sont fait arnaquer. Mais je n'en connais pas qui se sont vraiment fait arnaquer. Et qui sont venus vous voir ou que vous avez... Oui, absolument. On traite des cas comme ça plusieurs fois, mais lorsqu'on discute... On se rend compte que ce n'était pas vraiment de l'arnaque. Voilà.
Raison pour laquelle... C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas bien compris le système, puisque vous l'aviez expliqué hier, le système il est un peu complexe, il est délicat. Voilà. Il faut vraiment le comprendre pour pouvoir l'exercer. Alors, donc, si on s'en tient à votre version des faits, le marketing des réseaux est une niche d'opportunités. Mais comment bénéficier justement de ces opportunités-là? Bon, avant de parler de comment bénéficier des opportunités, je voudrais préciser pourquoi est-ce que c'est une niche d'opportunités. Parce qu'il ne suffit pas de le dire. D'abord, c'est un métier qui fait rêver. Et bon, en tant que coach, je dis, tout ce qui fait rêver, c'est une opportunité. Lorsqu'on rassemble les gens dans une salle pour une présentation de marketing de réseau, on leur montre qu'ils peuvent gagner beaucoup de choses. Donc, quelqu'un qui était désespéré, le simple fait de participer à un séminaire de présentation, il commence à rêver. Donc, même s'il ne gagne rien par la suite, même s'il ne fait pas le métier par la suite. Rien que le rêve déjà. Le simple fait de lui montrer que, oui, toi, tu peux obtenir si tu peux obtenir ça. Il va chez lui, il appelle tel et tel, waouh, tel est possible, on peut gagner ci et ça. Donc, c'est déjà un travail qui a été fait, c'est du développement personnel. Est-ce que ce n'est pas illusoire, justement, tout ce qu'on leur promet avoir dans le marketing de réseau? Vous aurez maison, ça a été dit dans le reportage, vous allez avoir de grosses voitures et tout. Est-ce que ce n'est pas qu'illusoire? Est-ce que c'est tous ceux qui sont dans le marketing de réseau qui gagnent autant? Non, mais dans quel métier vous allez me dire que tous ceux qui rentrent dans le métier, vous êtes journaliste, vous n'allez pas me dire que tous les journalistes gagnent autant que vous, ou que vous gagnez autant que tous les journalistes. C'est comme tout métier. Si tu démarres le métier en tant que professionnel, tu réussis. Si tu ne démarres pas en tant que professionnel, tu ne réussis pas. C'est tout. Aujourd'hui. Donc c'est un métier comme tout autre. C'est un métier. Avec ses avantages et ses inconvénients. Et ses inconvénients. Aucun mythe tout simplement. Ça dit, le mythe aujourd'hui, c'est le fait de dire aux gens, vous allez m'excuser, aujourd'hui le métier se fait mal. Parce qu'il ne suffit pas de réunir les gens dans une salle pour leur dire, bon, venez, rentrez dans tel réseau, vous allez gagner des millions. C'est pour ça que je dis à n'importe qui, avant d'être journaliste, vous avez été formé. Avant de faire du marketing de réseau, il faut se faire former. Rapidement, la formation pour ça prend combien de temps? Bon, chez moi, déjà en un mois, je te donne les b.a.-ba. Et avant de rentrer dans un réseau, tu viens me voir, je dis où sont les produits? Où est le plan marketing? Ensemble, on analyse ça. Si c'est bon, je te dis c'est bon, vas-y. Mais voilà ce que tu dois faire. Aujourd'hui, si les gens parlent d'arnaque, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils devraient faire en réalité. Alors, votre approche s'applique à l'individu ou à une entreprise? Oh, là, nous parlons de l'individu. D'accord. Je crois que vous me laissez le temps de parler de l'entreprise. Nous avons des téléspectateurs qui nous suivent. Il faudrait qu'on soit clair. Donc, pour l'instant, nous sommes à l'étape d'individu. D'individu, c'est-à-dire ce qu'on appelle en griffe réseauteur. D'accord. D'accord, je veux adhérer à une compagnie de marketing de réseau. Première chose, j'ai dit, c'est le rêve. Donc, ce rêve-là, ça t'amène à avoir de l'espoir. Deuxième opportunité? Deuxième opportunité. Oui. Tu fais la découverte de nouvelles personnes. Un réseau alors? Voilà, dans un réseau, même si j'y entre, bon, je ne connaissais pas peut-être Madame Kamati, je ne connaissais pas peut-être Madame Bello, mais dans un réseau, on s'est rencontrés. Au-delà de ce qu'on m'a promis dans le réseau, nous avons développé d'autres affaires. D'accord. En cela, le marketing de réseau, c'est une opportunité parce que et les pauvres, et les riches, et les intellectuels, et les lettrés, les illettrés, tout le monde cohabite ensemble. Donc, c'est un flux d'opportunités. Deuxième opportunité, on se fait former. C'est un métier de formation. Là, c'est la troisième opportunité plutôt. Oui. C'est un métier de formation. Je rentre dedans, peut-être que moi qui ne connaissais rien en santé, si ma compagnie vend les produits de santé, le fait tout simplement de suivre... À force d'en parler, j'ai des rudiments. J'ai des rudiments, j'ai les thèmes qu'il faut, et je comprends mieux maintenant ce qu'il faut dire pour parler de la santé à quelqu'un, et ainsi de suite. Troisième ou quatrième opportunité dans le métier, c'est que, effectivement, je peux aider d'autres personnes. À intégrer le réseau? Non pas à intégrer le réseau. Je peux aider d'autres personnes à changer leur situation de vie, à changer leur situation économique actuelle. Cinquième opportunité. De ma situation économique à moi-même? Parce que jusque-là, au nom des opportunités, on n'a pas encore parlé du réseauteur lui-même. En termes d'économie, justement, est-ce qu'il a de la plus-value dans le réseau? Oui, c'est ce que je m'avais expliqué. D'accord. C'est donc la sixième opportunité? Absolument. D'accord. Par rapport à ça, effectivement, j'ai dit on peut y gagner. J'ai dit on peut y gagner.
On peut y gagner parce que tu as des produits, tu as un service qu'on te propose de proposer à d'autres personnes. Mais si tu le fais bien, il n'y a pas de magie pour que tu ne gagnes pas. Mais si tu n'arrives pas à le faire, je préfère que quelqu'un vienne me voir et me dise ce qu'on m'a dit de faire, je n'ai pas pu le faire et donc je n'ai pas gagné. D'accord. Alors, dans le reportage, nous l'avons suivi, c'est dit que ça marche beaucoup plus pour les tout premiers à intégrer le réseau et que le reste vient soutenir en quelque sorte les tout premiers. Vous confirmez ou vous infirmez? Bon, il ne faut pas confondre le marketing de réseau à un système pyramidal. C'est deux choses différentes. Raison pour laquelle je demande à n'importe qui veut rentrer dans un réseau, je lui pose une question. Quel service vendez-vous? Ou quel produit vendez-vous? La chose, elle est très simple. Je suis peut-être premier. Et vous êtes venu après moi. Dans le réseau, on a des produits. Vous avez vos produits, vous achetez, vous vendez. Elle achète, elle vend, j'achète aussi, je vends. Si vous vendez, est-ce que je vous empêche de gagner? Non. Non. Si elle vend, est-ce que je l'empêche de gagner? Mais je vous enrichis, puisque je suis venu par vous. Vous avez un quota, je crois, selon le système du marketing de réseau, vous avez un quota sur mes ventes également. Et moi-même, tous ceux qui viendront après moi, j'ai un quota sur leurs ventes. Absolument. D'accord. C'est un métier de reconnaissance. Ce sont les principes oui, c'est comme ça. Du réseau. C'est ça le réseau en réalité. Voilà. Vous comprenez un peu ce qui fait qu'à partir du moment donné, même si je ne travaille plus, je peux me faire de l'argent. Mais il fallait qu'au début, je travaille. Parce que tous ceux qui sont après moi travaillent. Justement. Vous comprenez? Il fallait qu'après moi, il fallait que moi, je travaille. Est-ce que c'est un système périn? Ça a été dit dans le reportage qu'il y a des réseaux qui capotent après, parce que ça ne tient pas. Est-ce que c'est un système qui peut vraiment durer? Je prends deux aspects rapidement. Lorsque les produits ou l'utilité des produits n'a pas prévu le long terme. D'accord. Lorsqu'une compagnie met sur le marché ou met dans un réseau un produit qui, après 2 ans, 5 ans, 10 ans, disparaît. Quand le produit disparaît, c'est-à-dire que le réseau a disparu. D'accord. Première chose. Donc, il faut voir, il faut analyser la portée sur le long terme du produit. Deuxième chose, il faut voir le leader, celui-là ou ceux-là qui sont à la tête du réseau. J'ai entendu dans votre reportage, on a dit des profiteurs, entre griffes. Vous comprenez? Ça existe, effectivement. Il faut voir les leaders qui sont à la tête. Est-ce qu'ils sont là? Parce que le principe est simple. J'aide les autres à réussir et je réussis. D'accord. Si je n'aide pas les autres à réussir, je ne réussis pas en tant que leader. Donc, il faut vérifier effectivement si ces leaders-là veulent vraiment l'évolution de ceux qui se trouvent dans leur réseau et s'ils font vraiment des actions de leadership pour les amener à réussir. D'accord. Alors, nous nous acheminons vers les dernières minutes de notre rubrique Autant savoir de ce jour. Je ne vais pas vous laisser sans que vous partagiez avec les téléspectateurs qui ont justement peut-être envie d'intégrer un réseau, quelques astuces pour pouvoir améliorer justement leur technique dans ce réseau. Bon, parlant d'astuces, c'est aussi relatif. D'accord, ça dépend de quel type de réseau tu veux faire. Si c'est un réseau de services, les astuces sont différentes. Si c'est un réseau de produits, c'est aussi en fait, différent. de par réseau, si c'est un réseau de services, D'abord, je précise qu'il faut avoir les aptitudes mercatiques. D'accord. Il faut savoir vendre. Il faut savoir vendre. Oui. D'accord. Il faut être un très bon communicateur. Si c'est un réseau de produits, il faut que je sache comment cibler. Est-ce qu'il faut d'abord tester le produit, si c'est un produit? Oui, mais c'est absolument. On en a parlé hier, parce que j'ai dit, c'est du témoignage. Ne sont pas toujours ceux d'aujourd'hui. Tout tourne autour du produit, tout tourne autour du produit, et puis c'est l'élément fondamental du départ. D'accord. Oui, c'est ça. Quand le produit est bon, c'est plus facile. Quand le produit est bon, c'est plus facile. C'est tout. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque le produit parle de lui-même, là, c'est super. Ça coule. C'est tout. Maintenant, lorsque c'est un service, il faut voir aussi la durée du service. Est-ce que le service va durer dans le temps? Est-ce que le service va résister à l'usure du temps et tout ça? Et l'autre astuce, c'est être prêt à sacrifier du temps et de l'argent. Ah oui, ça, il faut le dire. Il faut investir du temps et de l'argent. Si quelqu'un n'est pas prêt à investir son temps en réseau, qu'il n'y entre pas. Excusez-moi, si quelqu'un n'est pas prêt à investir de l'argent, qu'il n'y entre pas. D'accord. Mais il paraît qu'on leur demande également de lire beaucoup de livres, dont l'auteur dont vous avez parlé hier, Kiyosaki, et plein d'autres. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de doper leur mentalité? Oui, lire beaucoup de livres, ça permet de doper la mentalité, mais de façon spécifique.
Mais quand je lis, il faut que j'ai en face de moi quelqu'un qui a de l'expérience pour me dire, bon, voilà exactement ce qu'il faut faire. Parce que l'auteur Robert Kiyosaki, il a écrit ses livres selon les réalités des États-Unis d'Amérique, pas selon les réalités du Bénin. Il nous faut peut-être un auteur africain ou béninois pour pouvoir parler des réalités. Oui, du Bénin. J'allais en venir justement et dire que BB24, nous avons la vocation de faire la promotion aussi des produits de chez nous, de tout ce que nous avons comme compétences. S'il y a possibilité de revenir nous parler maintenant de marketing de réseau autour des produits qui concernent le Made in Bénin, ça nous fera vraiment plaisir. À vous de voir avec Agnat Bello, à qui déjà moi je dis merci pour le sujet dont on a parlé depuis hier, le marketing de réseau. Il est très intéressant puisque beaucoup de jeunes se retrouvent dans ce système-là aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Pouviessi. Oui, c'est moi qui vous remercie. Je suis disponible pour discuter surtout de ce sujet-là, voilà. Parce que le marketing de réseau offre autant d'emplois qu'aucun autre secteur ne peut en offrir. Ce sera donc votre mot de fin. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Karmata Watao. Agnat Bello, merci beaucoup. On gagne beaucoup à suivre le grand rendez-vous. Les émissions sur BB24, ça touche au quotidien, au vécu des uns et des autres. Merci à ce plateau-là. Et c'était le tout dernier autour de cette table. Et nous allons de ce plateau faire un tour rapide sur la toile. Les collègues se sont activés du côté des sites pour nous trouver quelques petites informations qu'on va partager avec vous. C'est ActuWeb. « 45 jours pour construire un pont métallique sur la rivière Sota, c'est ce que nous apprend 24 heures au Bénin. Depuis l'effondrement du pont à l'entrée du Niger, le trafic en direction des pays de l'Interland a été dévié par le Burkina Faso et le Nigeria. À Malanville, des centaines de camions de marchandises destinés au Niger sont bloqués depuis une semaine au Bénin. Et puis hier, en Côte d'Ivoire, il y a eu affrontement entre les étudiants et les forces de l'ordre. À l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, les étudiants ont utilisé des moyens rudimentaires face au gaz lacrymogène. Les membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire dénoncent les frais annexes d'inscription, des frais qui sont réclamés aux élèves par les écoles du primaire et du secondaire. Le syndicat étudiant a déjà empêché la rentrée dans plusieurs écoles du pays. Autre information, première opération à cœur ouvert réussie au Mali le lundi dernier. C'était une intervention de 3 heures sur une petite fille âgée de 6 ans. Elle était atteinte d'une malformation du cœur. Selon le professeur Olivier Baron du centre hospitalier de Nantes, l'opération a été réalisée par une équipe de 8 personnes. Il affirme que plus de 2500 enfants atteints de malformations du cœur sont sur la liste d'attente au Mali. En Arabie Saoudite, un Égyptien a été surpris hier en train de manger avec une femme mariée. Il a été par la suite arrêté par la police judiciaire. Le ministère du Travail a ordonné l'ouverture d'une enquête qui a révélé que la femme serait la collègue du monsieur. En effet, l'homme en question serait en fait un expatrié égyptien vivant à Jeddah. Il faut préciser que depuis juin 2018, le roi Mohamed Ben Salman, chef du royaume d'Arabie Saoudite, a entrepris une série de réformes visant à lever certaines interdictions, dont celles faites aux femmes. Fin de cette revue web, à demain. ActuWeb, merci à Christelle Femi-Agbangla et à Arthur Wendo pour le travail abattu. Le grand rendez-vous, vous avez compris, tout doucement, ça va finir pour le compte de ce mercredi, mais nous n'allons pas partir sans revoir une fois la météo, un tour vers le ciel.
C'est fini pour aujourd'hui, le grand rendez-vous. Ça a été un plaisir de vous avoir servi de bout en bout depuis 19h. Nous étions ensemble. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Vous nous avez suivis avec grand plaisir, tant mieux. On sera là encore présent demain, toute l'équipe mobilisée. Même si je ne serai pas au plateau, je serai dans l'équipe pour tout préparer avec les autres collègues. Bien évidemment, merci beaucoup à l'équipe technique de l'autre côté de la régie, au chef d'édition, merci. Et on va se dire à très bientôt. Belle soirée à toutes. Merci.